Les décodeurs d'Atlantic Matin. À New York, les résolutions onusiennes se négocient en coulisses, c'est bien connu, mais elles se lisent à la loupe. Et la loupe, cette semaine, grossit 3 mots, réalisme, compromis et crédibilité. Le nouveau rapport du secrétaire général de l'ONU s'inscrit dans la lignée de la résolution 2703, qui consiste à sortir du registre incantatoire pour s'en tenir au réel. Or, le réel à l'ONU, c'est ce qui agrège des convergences. Un processus politique sous égide onusienne, une solution mutuellement acceptable et surtout une voix qui fait aujourd'hui l'unanimité des gens sérieux d'initiatives marocaines d'autonomie. Et de nouveaux signaux géopolitiques nous confirment un peu plus ce constat en cette année 2025. La Russie, longtemps prudente, évoque désormais une issue équilibrée et cohérente avec le droit international. Un langage diplomatique qui à l'ONU signifie pas de dogmatisme, on parle de ce qui marche. Ce réglage fin, ajouté au rôle moteur des États-Unis, installe donc un momentum qui isole davantage les postures maximalistes et les rhétoriques de blocage. Reste la grammaire du texte. Irait-on jusqu'à consacrer l'autonomie comme seule base crédible ? On l'espère, mais rien ne garantit, on le sait. En tout cas, pas cette année, mais ce qui compte dans cette séquence, c'est l'architecture globale. Réaffirmer l'attachement de Rabat au processus onusien malgré ses défauts, souligner la prééminence d'une option qui a rallié un soutien inédit et appeler les parties prenantes, et surtout les voisins de l'Est, à s'asseoir vraiment et sérieusement à la table des négociations. Le pari au fond, c'est de transformer une accumulation d'indices diplomatiques en ligne de conduite. L'ONU peut le faire par la précision du langage, par l'affirmation des paramètres et surtout par la mesure de la bonne foi des uns et des autres. Ce jeudi 30 octobre 2025, à l'ONU, les uns et les autres, justement, auront l'occasion de consacrer la bonne foi du Maroc et la légitimité de sa cause dans ce qui s'apparente de plus en plus à l'épilogue d'un dossier qui n'a que trop duré. Et nous allons en parler ce matin avec vos deux décodeurs du jour. J'ai nommé Saïd Taheri à ma gauche, analyste politique et économique. Bonjour si Saïd. Bonjour Adil. Et Wissam El Bouzdaini à ma droite, mon confrère journaliste. Bonjour Wissam. Bonjour Adil, bonjour Saïd. Alors c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi. Habituellement on se croise et on se parle les vendredis, mais cette semaine j'ai décidé de bien commencer la semaine avec Wissam El Bouzdaini et Saïd Taheri et j'en suis ravi. On passe de la clôture de la semaine à l'ouverture, nous en sommes tout aussi ravis. Et nous allons aborder le sujet d'actualité majeure en cette dernière semaine du mois d'octobre. Bien évidemment, on va parler du dossier du Sahara. Et j'aimerais commencer par toi, Wissam, si tu le veux bien, parce que j'ai lu l'un de tes derniers papiers sur le sujet. Et c'est vrai qu'il y a un momentum, comme j'ai dit en introduction, qui sort de l'ordinaire. Il y a pas mal d'indices, de signaux positifs envoyés par les uns et les autres. Et tout cela converge vers un seul et même point, à savoir la prééminence du plan d'autonomie marocain comme... Alors, certains disent une base crédible. On espère que le jargon puisse évoluer un petit peu pour dire que c'est la seule base crédible pour une solution politique durable et mutuellement acceptable par les différents partis. Mais donc, à 4 jours de ce vote, de cette résolution qui sera rédigée par nos amis américains, est-ce que tu penses sincèrement qu'en 2025, qui coïncide d'ailleurs avec le 50e anniversaire de la Marche verte, on se dirige déjà cette année vers l'épilogue peut-être de ce dossier, en tout cas au niveau du discours et du langage utilisé à l'ONU pour traiter ce dossier? Il est clair qu'il y a de nombreux éléments qui abondent dans ce sens. Alors, par rapport à cette résolution de jeudi, ce qu'il faut préciser, donc, c'est que c'est un vote qui va être fait par 15 pays. Donc, qui sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité et 10 membres non permanents. En général, c'est des pays qui sont élus pour un mandat de 2 ans. D'ailleurs, le Maroc aussi, par le passé, avait fait partie du Conseil de sécurité et il aspire aussi d'ailleurs à y revenir, je pense, en 2027-2028. Et comment ça se passe concrètement ? Donc, pour qu'une résolution soit adoptée, vous avez besoin d'une part d'un minimum de 9 votes positifs et de l'autre côté il faut ne pas avoir de veto. Et les pays qui peuvent opposer un veto, c'est les 5 membres donc permanents, à savoir la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie et la Chine. Alors les 3 premiers pays que j'ai cités, c'est-à-dire la France, les États-Unis et le Royaume-Uni, sont des pays qui ont au cours de ces 5 dernières années apporté un soutien
clair à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, avec des degrés différents. Voilà, par exemple, pour les États-Unis, c'est une reconnaissance qui est formelle. Pour la France et le Royaume-Uni, elle n'est pas aussi formelle. Mais par exemple, dans le cas français, on a parlé de l'avenir et du présent du Sahara sous souveraineté du Maroc. Donc, certains estiment que c'est une certaine forme de reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Oui, oui, on peut considérer que c'est une... Mais bon, en langage diplomatique, les mots ont un sens et donc on crée des nuances peut-être là où il n'y en a pas. Mais de toute façon, c'est suivi des faits. C'est-à-dire pour revenir à la question, tout ça on le sait, mais pour revenir à la question, c'est bon. Certains estiment que justement tous les paramètres sont réunis déjà en cette année 2025 pour concrètement voir une résolution qui dénote par rapport à ce qu'on a pris l'habitude de lire dans les résolutions onusiennes sur le Sahara. D'autres estiment au contraire, enfin pas au contraire, mais que c'est quand même un processus qui est très long, qui est complexe, qui répond à pas mal de paramètres sur lesquels on ne maîtrise pas tout justement, et qu'il faudra attendre encore plusieurs résolutions, on ne sait pas combien, avant de voir l'épilogue de ce dossier à l'ONU. Quel est ton point de vue sur cette question? Ce qui est sûr, c'est que au moins une partie de la communauté internationale veut régler ce problème. Je pense essentiellement aux États-Unis, qui sont la première puissance mondiale. Vous avez, il y a une dizaine de jours, Steve Witkoff et Jared Kushner, qui sont les deux principaux émissaires diplomatiques de Donald Trump dans la région, qui ont évoqué ouvertement un délai de 60 jours pour régler le différend entre l'Algérie et le Maroc. Steve Witkoff a parlé d'un accord de paix. Il me semble que l'expression ne correspond pas forcément à la réalité, parce qu'on n'est pas en guerre frontale, en tout cas pas avec nos voisins de l'Est, mais on a un différend avec nos amis. Alors, c'est pas une guerre, mais ce qui était intéressant, c'est surtout qu'il parle. Parce que je pense qu'il faisait clairement allusion aux différends autour du Sahara. Ce qui était intéressant, c'est qu'ils en ont parlé comme un différend régional, ce qui correspond justement à ce que dit le Maroc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différend entre le Maroc et un soi-disant mouvement de libération qui serait le Polisario. C'est une opposition entre deux voisins. Et un des voisins utilise un faux-nez qui est le Polisario pour atteindre l'intégrité territoriale du Maroc. Saïd Taheri, ton avis sur cette séquence diplomatique, politique? Déjà, ça n'a que trop duré. Cela fait 50 ans que ça dure et il est temps que ça s'arrête. Et moi, je suis un peu confiant, je suis même très confiant depuis le discours de Sa Majesté à l'ouverture de la session parlementaire, rappelez-vous, il y a un peu plus d'un an, où Sa Majesté, avait consacré pratiquement tout son discours à cette question. Et il disait, il est temps que ça s'arrête. Ça veut dire qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait avec les différentes parties prenantes, avec les différents pays pour arriver à convaincre davantage qu'il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête parce que pour avancer dans cette région, nous avons besoin de paix, nous avons besoin de calme dans cette région, nous avons des projets dans cette région au niveau de l'Atlantique, mais au niveau également du bassin méditerranéen. Et pour cela, nous ne pouvons pas avancer tant qu'il y a ces différends, ces problèmes, ces soucis, cette instabilité de la région. Il est temps que ça s'arrête. Et aujourd'hui, je crois que nos alliés, les pays qui comptent au niveau du Conseil de sécurité ont compris qu'il fallait taper un peu sur la table et c'est ce qui s'est fait. Et je crois qu'aujourd'hui, les États-Unis, en tant que peine rédacteur, avec cette résolution vient avec une solution pour dire qu'aujourd'hui ce projet promu et proposé par le Maroc est la solution la solution unique à cette question qui a effectivement trop duré. Il y a des choses qui tournent autour. Je crois que vous avez parlé des 5 membres, je crois que les 9 voix, nous les avons. Les 5 membres, je crois que la Russie a donné des signes positifs.
à voir. Effectivement, on en a parlé la semaine dernière avec la dernière rencontre de Lavrov avec M. Bourita. Et je crois que la Chine resterait, on parle toujours sous le conditionnel, dans sa neutralité. Maintenant, ce n'est pas fini. Ça sera fini le 30 octobre. Ça sera fini. Pas sûr. Ça sera fini. J'espère que ça sera fini le 30 octobre. Et ce n'est encore même pas une fin. C'est un nouveau début d'une mise en place de ce projet proposé par le Maroc. Et là aussi, il va falloir réfléchir. La MINURSO, ses compétences, ses missions, est-ce qu'elles seront les mêmes? Je rappelle que la MINURSO, elle dure depuis 1991. Elle n'a que trop duré également. Et là aussi, M. Guterres, j'ai compris qu'il souhaitait que, ou du moins que les missions, la durée de la MINURSO ne soit pas une année, mais soit plutôt 3 mois. Alors ça reste à confirmer. Bien sûr que ça reste à confirmer. Ce sont des résolutions. Son rapport, c'est 1 an. Il demande une extension. Il demande 1 an, mais c'est vrai que non, je sais à quoi fait référence Saïd, parce qu'il y a eu un draft de la supposée résolution qui circulait sur les réseaux et dans lesquels on pouvait voir effectivement des durées allant de 3 à 6 mois. Ce sont des discussions de couloir, oui, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mais le rôle de la MINURSO est très très important et on va en parler d'ailleurs parce que les prérogatives originelles de cette mission onusienne pour lesquelles elle a été créée ne sont plus d'actualité justement. Bien entendu. L'appellation de la MINURSO et ce à quoi elle fait référence, la donne a changé sur le terrain et donc ces interrogations du secrétaire général de l'ONU mais aussi d'autres parties prenantes sur le rôle que devra désormais jouer la MINURSO, ce sont des questions très pertinentes dans le contexte actuel et nous allons en parler tout à l'heure, juste après le point info de 8h30 qui vous sera présenté par Karim Drolet. À tout de suite. La suite des décodeurs d'Atlantique Matin, toujours avec Saïd Taheri et Wissam El Bouzdeini. On parle ce matin du dossier du Sahara en cette semaine, en cette dernière semaine du mois d'octobre. Et on se projette déjà vers cette date du 30 octobre, le jeudi, où une résolution onusienne sera votée. Une nouvelle sera votée effectivement par le Conseil de sécurité de l'ONU. On va poursuivre notre discussion que nous avons entamée en première partie d'émission. Et j'aimerais que l'on parle à présent des réactions aussi des uns et des autres dans cette séquence, et quand je parle des uns et des autres, je parle précisément et de l'Algérie et du Polisario, et c'est vrai qu'on en parlait en aparté, Wissem, on a constaté ces dernières semaines, ces derniers mois même, un changement du langage et du discours officiel de ces deux partis comme une sorte de préparation à leurs opinions publiques respectives. Alors certains parlent d'une défaite diplomatique, d'autres évoquent ou nuancent en privilégiant l'expression du réalisme politique qui est implacable, qui s'applique et qu'il faudra passer d'une manière ou d'une autre auprès des opinions publiques respectives. Alors, quel regard tu portes justement sur ce changement de ton, de discours et de l'Algérie et du Polisario? Moi, en fait, ce que je remarque davantage, je dirais, c'est une sorte d'ambivalence. Et je vais m'expliquer là-dessus. Par exemple, prenons l'intervention d'il y a quelques semaines du président algérien Abdelmejid Tebboune au ministère de la Défense algérien. Et il avait fait un long laïus sur différents sujets d'intérêt algérien. Et un des points qu'il avait évoqué brièvement, c'était le Sahara. Et il avait parlé comme quoi il fallait continuer à soutenir le Polisario, etc., avec une verve très, très forte et très violente. Mais à un moment, il a dit ça très rapidement. C'est la phrase la plus importante. La plus importante. Mais on ne peut pas être plus sahraoui que les Sahraouis. Et il est revenu dans ce qu'il disait avant. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être plus sahraoui que les Marocains. C'est plus approprié ou plus juste. Ouais. Mais ça, c'est un exemple qu'on a, par exemple, au niveau des dirigeants algériens. Même chose. Prenons le Polisario. Alors, il y a 2 jours, ils ont envoyé par le biais de leurs représentants à New York
une lettre à la présidence russe du Conseil de sécurité pour dire comme quoi il refusait le draft américain, qui est maintenant connu, dont la substance est connue, et qui donc place comme cadre exclusif des négociations l'autonomie sous souveraineté marocaine. Donc c'était une lettre, bon, elle est brève, mais elle est très, très violente aussi. Mais le même jour où cette lettre était adressée à ce président russe du Conseil de sécurité, un responsable du Polisario s'exprimait auprès de l'AFP et disait comme quoi le Polisario était resté ouvert au plan d'autonomie. Donc en fait, on souffle le chaud et le froid. Mon analyse, peut-être qu'elle est fausse, c'est que d'un côté, on essaie de rester, conciliant par rapport aux considérations externes, c'est-à-dire qu'il y a des pressions des grandes puissances, dans une logique de rapport de force dans lesquels effectivement ils sont pas prédominants et ils doivent se soumettre entre guillemets à la réalité géopolitique. Mais d'un autre côté, effectivement, c'est un discours qui se veut conquérant, mais qui est adressé à leurs opinions publiques. Brièvement, ça peut être aussi, une tactique de négociation, parce que dans une négociation, il faut toujours jouer, ou faire en sorte de dire qu'on est fort. Donc c'est quelque chose qui va de soi. Saïd Taheri ? Ma lecture, il y a d'abord, et c'est clair, une évolution de la posture des différentes puissances internationales, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit le Royaume-Uni et encore tout récemment la Russie. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Et je crois que même au niveau de la position algérienne elle-même, il y a une réflexion par rapport à cette situation. On l'écoute au niveau des différents médias algériens qui ne sont plus aussi virulents à l'égard du Maroc que ce qu'ils étaient avant. Est-ce que ça veut dire qu'ils commencent à accepter une réalité, celle que ce projet d'autonomie sous souveraineté marocaine est une solution crédible, je n'en suis pas certain, mais je crois qu'ils sont acculés et qu'ils ont effectivement devant eux cette solution. Maintenant, par rapport au Front Polisario et par rapport aux différentes gesticulations de dernière minute qui sont en train de se faire, moi j'ai l'impression qu'ils ont été, c'est ma lecture, mais peut-être que je me trompe, peut-être qu'ils ont été pris de court, qu'ils ne pensaient pas que ça allait arriver aussi rapidement, qu'ils pensaient pouvoir encore quelques années, quelques conseils, quelques mois, faire continuer ce problème, parce qu'il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose d'économique derrière pour eux, et il y a un intérêt quelque part pour eux que ça puisse durer. C'est ma lecture. Maintenant, moi je crois que clairement, il est temps qu'on puisse avancer d'un palier, qu'on puisse passer à un autre palier. Cela fait 50 ans que ça dure. Il est temps que ce problème puisse être, qu'on puisse ouvrir au moins la voie pour une véritable solution, pour qu'on puisse avancer au niveau de l'océan, au niveau du bassin méditerranéen, au niveau du Sahel, pour que cette région puisse également avancer et participer au développement des populations de ces régions-là, qui ne demandent pas plus que cela. Ils sont marocains, ils savent qu'ils sont marocains, et ils ont assez de ces gesticulations politiciennes. Ils ont envie que ça s'arrête, et je crois qu'on est arrivé à un moment où cela doit s'arrêter. Et ce développement en question... En tous les cas, tous les astres sont bien alignés. Et ce développement en question a été rappelé d'ailleurs dans le rapport du secrétaire général de l'ONU, le développement des provinces du Sud. Et je reviens à ce document, ce rapport de Antonio Guterres, qui rappelle la centralité de l'initiative marocaine d'autonomie, décrite comme, et ça c'est très important, il faut le rappeler, comme sérieuse, crédible et réaliste. C'est le secrétaire général de l'ONU qui le dit. Dans son rapport, il appelle
aussi et surtout à l'implication des États voisins. Les États voisins, il n'y en a pas 36 000, il n'y en a qu'un seul en l'occurrence. Algérie et Mauritanie quand même. Oui, mais le problème se pose essentiellement avec l'Algérie qui refuse toujours de prendre part activement aux négociations. De mémoire, je crois que lorsqu'il y a eu cette initiative de table ronde, ils avaient assisté à 2 rondes de négociations. Oui. En décembre 2018, absolument. C'était le premier. Le second round, je n'en retiens pas la date. Mais en revanche, en fait, peu avant le vote de la résolution de 2021, ils avaient annoncé qu'ils ne participeraient plus parce que, disait-il, une participation à ces tables rondes donnait l'impression qu'ils étaient partie prenante au différend. C'est ça le problème avec les Algériens, c'est que il n'y a aucune logique. Et quand je parlais tout à l'heure en introduction de la bonne foi des uns et des autres, franchement, il suffit d'avoir des yeux pour voir qui est sincère et qui ne l'est pas dans cette affaire. Donc je continue. Appel à l'implication des États voisins et surtout, et là on va parler de la MINURSO, dans son rapport, Antonio Guterres rappelle les contraintes opérationnelles de la MINURSO et la nécessité de respecter son mandat. Bon, alors sur le mandat de la MINURSO, là, on peut discuter. Il y a matière à discussion parce qu'effectivement, la MINURSO telle qu'elle a été pensée au début répondait à certains paramètres qui ont évolué et qui ont radicalement changé en l'espace de quelques années. Alors aujourd'hui, Antonio Guterres parle de prolonger de 12 mois le mandat de la MINURSO. J'ai envie de dire, pourquoi faire, avec qui, comment, dans quelles conditions? Toutes ces questions, je pense qu'on n'a pas les réponses claires et nettes à ces questions-là. On se pose la question de savoir quel est le rôle aujourd'hui, la pertinence de disposer d'une mission onusienne dans le contexte actuel. Moi, je donne une date, 1991. C'est la date laquelle avait commencé effectivement cette MINURSO. Cela fait 34 ans. 34 ans, c'est juste énorme. Et ça n'a pas changé. Chaque année, on renouvelle. Et chaque année, on renouvelle les mêmes missions. Moi, je crois qu'aujourd'hui, à la lecture de cette nouvelle résolution, à la mise en place, si elle est votée effectivement, et j'espère qu'elle sera votée parce qu'elle nous donnera, elle ouvrira la voie à une nouvelle réflexion par rapport au rôle lui-même de la MINURSO. La MINURSO doit être beaucoup plus ici pour veiller à la mise en place des projets structurants qui vont être sur ces territoires marocains dans le cadre de la nouvelle résolution des Nations Unies et ne plus rester sur ces missions traditionnelles parce qu'il n'y a pas de guerre pour qu'il y ait des missions de maintien de la paix. Donc il faut qu'on puisse faire évoluer la MINURSO et ses missions pour qu'elle puisse répondre aux besoins réels de cette région. Wissem, j'aimerais que l'on s'intéresse à présent au rôle que peut et que doit jouer la Russie, parce que la séquence actuelle que nous vivons, elle est tout sauf anodine. Le déplacement de Nassar Bourita ces derniers jours à Moscou pour rencontrer Sergueï Lavrov, ça a été interprété par certains comme une certaine forme une tentative de garantir la neutralité bienveillante de Moscou sur le vote de jeudi, mais globalement sur ce dossier du Sahara. Alors la question que j'ai envie de te poser, c'est de savoir en quoi ce réajustement, parce qu'on ne peut pas parler d'un changement radical de la position russe, si on est honnête intellectuellement, il y a eu un léger un léger changement positif de la position russe. En quoi cela peut devenir en cette année ou à court terme, un game changer dans les arcanes des discussions onusiennes quand il s'agit de parler du dossier du Sahara? Ça serait un game changer dans la mesure où la Russie, en tout cas au cours des dernières années, a été la seule grande puissance qui était un peu réticente au règlement de ce différend sur une base qui est marocaine. Quand je dis grande puissance, je pense essentiellement aux 5 que j'avais mentionnés tout à l'heure, permanent du Conseil de sécurité. Parce que indicateur
objectif, depuis 2018, la Russie s'abstient systématiquement lorsqu'il s'agit d'une résolution qui concerne le Sahara. Parce que, dit-elle, ces résolutions qui sont rédigées par les États-Unis à titre de penholder sont systématiquement pro-marocaines. Un élément important. Alors, est-ce qu'ils s'abstiennent parce que les résolutions sont pro-marocaines ou est-ce qu'ils s'abstiennent par opposition idéologique aux penholders américains? Parce que c'est pas la même chose, hein. C'est un point très très juste, Adil, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que jusqu'à 2020, la Russie ne parlait plus de référendum. Disons à partir de 2001 jusqu'à 2000. Pourquoi je parle de la date de 2001? Parce que la résolution sur le Sahara votée cette année par le Conseil de sécurité avait été la première à ne plus faire mention des référendums. Parce qu'il faut rappeler ça aux auditeurs. Depuis 24 ans, il n'y a aucune mention d'une consultation référendaire dans les résolutions onusiennes. Alors, depuis 2001, pas de référendum. Jusqu'à 2020, qu'est-ce qui se passe en 2020? Décembre 2020, Trump reconnaît la marocanité du Sahara. 6 mois après, la Russie officialise son changement de position et appelle ouvertement à une organisation des référendums. Ce qui va être aussi, un propos qui va être aussi relayé par la suite par Lavrov lui-même. Lors Donc concrètement, justement, l'opposition idéologique, elle est claire dans ce cas précis. Donc pendant 20 ans, la diplomatie russe n'évoque pas la question du référendum sur le dossier du Sahara, et il suffit d'une reconnaissance par décret de Donald Trump pour que le vieux jargon de l'Union soviétique, mais de la diplomatie russe d'il y a 20 ans ressurgisse par opposition idéologique à la diplomatie américaine. Il n'y a pas d'autre explication à cela. C'est pour ça que le paramètre opposition entre Moscou et Washington sur un dossier qui, au fond, ne les concerne pas directement, est un élément très important à prendre en considération pour analyser le positionnement de la Russie vis-à-vis du Maroc. Justement parce qu'en fait, souvent, on parle de ce positionnement russe, on l'explique plutôt par les achats d'armements algériens. Et moi, je pense que c'est un élément. Ce qui compte aussi. C'est un élément qui compte. On parle d'une vingtaine de milliards de dollars chaque année. Absolument. Mais c'est ça le budget a explosé cette année. Oui. C'est 25 milliards de dollars, entre parenthèses, contre 9 au Maroc. Mais ce qui est essentiel, c'est que si c'était cette considération qui était la plus fondamentale pour les Russes, je pense qu'ils n'auraient pas eu leur politique actuelle au Sahel. C'est-à-dire que leur politique au Sahel actuelle ne tient aucunement compte des intérêts algériens. Parce que c'est des gens réalistes et ils voient très très bien que sur le terrain, l'allié algérien, entre guillemets, n'est pas fiable. Quand vous avez un pays qui a des embrouilles avec tous ses voisins, et notamment les pays du Sahel sur lesquels la Russie compte énormément pour son influence au niveau de la zone, les Russes, c'est des gens pragmatiques. Ils ont très bien compris que un partenariat respectueux avec le Maroc pourrait leur être beaucoup plus bénéfique pour leurs propres intérêts au niveau de la région. Et parenthèse très très rapide, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le Maroc a un accord de pêche avec la Russie. Absolument. Qui fait mention du Sahara. Absolument. Moi, je me suis amusé ce week-end à écouter un peu les médias algériens. Ah bon? Ça m'arrive. Ça m'arrive. Quand vous avez rien à faire, c'est toujours mieux que de ne rien faire. Oui, mais vous savez, il y a toujours quelque chose à faire. Hein. Ouais, voilà. Et donc, j'ai vu combien ils étaient un peu inquiets et combien ils étaient en train de rappeler l'amitié algéro-américaine que oui, et c'est des médias assez officiels, je pourrais dire. Il rappelait un petit peu cette amitié algéro-américaine et que les Américains ne pouvaient pas faire du mal à l'Algérie et que l'Algérie est le pays qui a toujours soutenu les grandes causes internationales, etc. Bon, c'était du n'importe quoi, mais bon, ça veut dire que quelque part, tout simplement, c'est encore une fois une lecture, ça veut dire que quelque part, ils ont senti le vent
tourner. Et ils ont senti qu'il y a quelque chose qui se prépare et que quelque part, les grandes puissances internationales ont compris qu'on ne peut plus laisser dans cette région du monde un peu faire du n'importe quoi. Le Sahel est une région importante. La Chine est en train d'entrer de manière extraordinaire, pour ne pas dire elle est déjà sur le terrain en Afrique. Et donc ils ne peuvent plus aujourd'hui laisser faire les choses au gré des uns et des autres. Et ils veulent que ce différend, que cette situation puisse s'arrêter pour essayer de penser à autre chose, pour essayer de lancer de nouveaux investissements en Atlantique, de nouveaux investissements dans la région méditerranéenne. Aujourd'hui, on pense que cette région ne peut pas évoluer, ne peut pas se développer tant qu'il y a effectivement ce différend, et il est temps que ce différend s'arrête. Et la cause, le projet d'autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine est une solution, est un projet crédible. C'est ce qui revient à chaque fois. Même les Russes, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui. On parle de crédibilité d'un projet, et donc on parle d'une base, d'une base pour faire avancer les choses, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est là où je dis effectivement, il y a un changement de posture qui, pour moi, est un indicateur d'une bonne résolution, Inch'Allah. Et moi, ce que je retiens, c'est que pour vous détendre le week-end, vous regardez les chaînes algériennes. On va marquer une pause. Il est 9h, le journal avec Mourad Vabaa, et on se retrouve juste après. Non pas pour la suite du débat, on va parler d'un deuxième sujet, on va parler de la recherche scientifique au Maroc. Il y a pas mal de choses à dire également sur ce sujet. A tout de suite. Suite et fin des décodeurs d'Atlantique matin, ce lundi 27 octobre 2025, toujours avec Saïd Taheri et Wissem El Bouzdaini. Et on aborde à présent le deuxième sujet programmé aujourd'hui. On va parler de la R&D, de la recherche scientifique qui a fait l'objet d'un avis du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, qui a en quelque sorte tiré la sonnette d'alarme sur la situation aujourd'hui de la recherche scientifique dans notre pays. Alors le CESE nous dit que le Maroc dispose certes d'un capital scientifique important, croissant, de réussite sectorielle, tangible, notamment dans le secteur des batteries, des drones ou de la santé, sur certaines filières bien précises. Mais le CESE nous dit que l'impact d'ensemble reste assez faible, et notamment avec des indicateurs très intéressants que je vais vous soumettre pour votre commentaire, notamment ce qui concerne le financement, qui est sous-dimensionné, nous dit le CESE. On a 0,75% du PIB national qui est investi en R&D. Et ce qui a attiré le plus mon attention, c'est que ces chiffres-là datent de 2016. Ça veut dire que les derniers chiffres à notre disposition, à la disposition du CESE, ont une dizaine d'années de retard. Il me semble que c'est l'information la plus importante. C'est vrai, au-delà des indicateurs qui sont par ailleurs pertinents, notamment à travers les recommandations du Conseil à court, moyen et long terme, mais j'aimerais d'abord vous faire réagir par rapport à cette information, parce que toutes les données fournies par le CESE dans ce document datent de 2016, ce qui veut dire que la dernière data officielle dont nous disposons sur cette question de la recherche scientifique au Maroc date de 2016. Est-ce que ça, c'est pas en soi une information et un indicateur très révélateur sur notre perception de la R&D dans ce pays? C'est tout aussi révélateur que la composition elle-même du CESE qui date de 2011. Mais bon, ça c'est juste pour ouvrir la parenthèse, c'est la langue médisante que j'ai qui ne peut pas s'empêcher de le rappeler. Vous êtes un grand esprit chagrin, vous. Ça, non, c'est bien connu. Non, je dis tout simplement que vous avez abordé le sujet sous un angle et je vous en félicite, c'est important. Maintenant, il est tout aussi important de réfléchir sur la composition du CESE, de cet organe constitutionnel qui donne des avis sur l'évolution de notre pays. Oui, je trouve que c'est effectivement pas significatif de prendre une data aussi désuète, aussi ancienne. Pour la simple et bonne raison que le Maroc de 2016 n'est pas celui de 2025. Le monde change. Le monde change. Il y a des évolutions technologiques, il y a l'UM6P aujourd'hui qui est en train d'évoluer d'une manière extraordinaire. Il est temps de voir qu'est-ce qui a été fait dans ces institutions. Moi, j'ai été
extrêmement heureux et ravi de voir un centre de recherche scientifique à l'Aïoun qui dépend de l'université Mohamed VI Polytechnique et qui fait un travail avec les entreprises agricoles qui est juste extraordinaire. Je ne me rappelle ici il s'appelle Azari. Je peux je crois citer. Je ne fais pas de pub. Non, on fait toujours la promotion des bonnes initiatives. Mais c'est une excellente initiative et on voit ce qu'ils sont en train de faire. Ils font un travail formidable, extraordinaire avec les entreprises à l'Aïoun et ça c'est des initiatives qui se font, qui sont multiples au niveau de l'université Mohamed VI. Donc si je dois répondre uniquement par rapport à cette question, oui, effectivement la data doit bouger. Maintenant, effectivement 0,75% c'est très peu par rapport à 75% du PIB destiné à la recherche scientifique, c'est très peu. Il y a un objectif de 3% du PIB, mais il faut le rappeler, très peu de pays, du moins des pays en développement, ont atteint ce niveau-là. C'est un bel objectif. Oui, mais tous les pays qui développés. Mais tous les pays qui se sont développés et qui n'étaient pas des pays développés ont misé sur la recherche et le capitalisme. Vous avez entièrement raison. Et le Maroc de 2030, tel qu'il est rêvé dans la vision de Sa Majesté du peuple marocain, c'est effectivement plus d'innovation, plus de nouvelles technologies, plus de recherche scientifique et donc forcément plus de moyens qui doivent être donnés. Oui, c'est avant de parler des recommandations du CESE sur ce sujet. D'abord, j'aimerais avoir ton avis par rapport justement à cette question de la data, les dernières données disponibles en matière de recherche scientifique au Maroc qui datent de 2016. Est-ce que c'est un sujet en soi, selon toi ? Oui, certainement, parce que ça veut dire que on ne fait pas de quantification au fur et à mesure. Et s'il y a absence de quantification, ça veut dire qu'il n'y a en même temps pas d'objectif. Parce que pour savoir si on atteint ces objectifs en termes de recherche et développement, pour rester sur ce sujet, il faut simplement voir ce qui a été réalisé et le quantifier, notamment en termes économiques. Parce que c'est vrai qu'au niveau international, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de prendre... de faire une évaluation en dollars et à partir de là, on essaie de voir la corrélation, le ratio par rapport au PIB général. Ce que recommande l'UNESCO, à ma connaissance, c'est un pourcentage d'environ 1,6 de façon globale. Donc, là, on est à la moitié dans un rapport de 1 à 2. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que c'est quelque chose qui peut interpeller. Ce que je peux peut-être ajouter à ce que disait Saïd, c'est que moi-même, en fait, dans le cadre de mes activités professionnelles, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet de l'UM6P. Je suis très au fait de ce qu'ils font, je pense, notamment en termes de recherche appliquée. C'est-à-dire, c'est pas de la recherche théorique. Absolument. Et ça change la donne. Ça change la donne. Je peux vous donner plein d'exemples concrets. C'est un autre mindset. Par exemple, je faisais une interview il y a quelques mois avec Hicham Labti, excellentissime président de l'UM6P. Bon, il n'a pas besoin que je lui jette des fleurs parce que je pense que ses réalisations parlent pour lui. Mais il m'avait évoqué deux réalisations majeures de l'UM6P qui ont permis, par exemple, de faire avancer les choses au niveau de l'agriculture. Un, c'était la culture de quinoa dans l'Irhamna. Donc, c'est une plante de substitution qui marche très bien dans un contexte de sécheresse. Et une autre, c'était une plante fourragère, c'est-à-dire une plante qu'on donne à manger au bétail, qu'on a pu faire planter dans les provinces du Sud, en dépit du problème de salinisation des nappes phréatiques, parce qu'il y a en fait le sel de l'eau de mer qui s'introduit dans ces nappes, et du coup en fait on a mis au point au niveau de l'UM6P cette plante fourragère qui permet justement de relancer l'agriculture, ou une certaine agriculture du moins dans les régions concernées. Donc il y a beaucoup de choses qui se font. Maintenant, peut-être que ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que quand on parle d'absence d'investissement dans la recherche scientifique, il ne faut pas penser à l'État. Parce que les gros investisseurs dans la recherche et développement, c'est les entreprises. Et justement, là aussi, on a une autre donnée intéressante. Bon, je ne sais pas si elle est toujours d'actualité ou si elle a évolué, parce que je rappelle que les données datent de 2016. Elle était valable en 2016. Elle était valable en 2016, en tout cas. La contribution du privé dans la recherche scientifique est inférieure à 30%. Dans d'autres
d'autres pays, effectivement, et notamment les pays qui ont réussi et qui ont réussi leur développement, c'est le privé qui drive et la recherche scientifique et la recherche appliquée et la R&D dans les structures privées. Et ça, effectivement, c'est une donnée. Alors bon, je ne sais pas si la donne a changé. Peut-être qu'on est à plus de 50% aujourd'hui, mais on n'en sait rien parce qu'on n'a pas une data récente. Mais c'est vrai que ça doit être un levier très important pour changer la donne de la recherche scientifique au Maroc. On sait qu'il y a effectivement un travail qui est fait. On a loué effectivement ce que fait l'UM6P, qui est un véritable modèle et une véritable locomotive. Mais il faut également souligner qu'il y a aussi d'autres universités marocaines qui mettent en place de la recherche, des laboratoires, qui tirent un petit peu cette recherche vers l'avant. Mais rien ne pourra se faire sans l'implication du secteur privé. C'est clair. Clairement, moi, je n'ai pas de données officielles. On aurait aimé que le CESE nous sorte avec une étude un peu plus récente. Mais clairement, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'implication du secteur privé, elle est juste primordiale. Rien ne peut se faire sans le secteur privé. Rien ne peut se faire si le secteur privé n'est pas l'un des objectifs de ces recherches. Parce que celui qui mettra en place les nouvelles innovations, etc., c'est effectivement le secteur privé. Et il y a une piste de réflexion très importante qui a d'ailleurs été recommandée par le CESE dans ses recommandations, c'est la mise en place de mécanismes de cofinancement structurés entre justement les universités et les entreprises. Et c'est un problème qui se pose dans pas mal de sujets, ce pont qui manque souvent entre le monde académique et le monde professionnel. Et il ne faut pas être un génie pour le comprendre. Si ce pont n'est pas créé et renforcé année après année, vous avez un maillon de la chaîne qui manque et vous n'avancez pas, vous faites du surplace. Alors, premier point essentiel, je pense, c'est que développer la recherche appliquée, c'est quelque chose de très fondamental si on veut augmenter ce chiffre. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ce chiffre, il est important ou intéressant parce que, en fait, ça reflète le niveau d'innovation qu'il y a dans un pays et la capacité à répondre à des problèmes qui sont posés. C'est ça, en fait, en quoi c'est essentiel. C'est pas seulement pour figurer dans les classements internationaux. Ouais. Donc, ça a un impact concret. Ça a un impact concret. Deuxième point, je pense, qui est fondamental par rapport au cofinancement, je pense que l'une des grosses lacunes qu'on retrouve aujourd'hui au Maroc et que l'UM6P, entre autres, essaie de dépasser, c'est l'absence de la culture de ce qu'on appelle le capital risque. C'est-à-dire, vous avez des fonds d'investissement qui sont tout à fait capables de miser sur des entreprises, peu importe le degré de réussite. Et après, en fait, vous avez par exemple une success story sur 10. Cette success story, elle est susceptible de financer les pertes pour tout le reste. Et c'est ça, en fait, le modèle qui a été, par exemple, développé dans ce qu'on appelle la Silicon Valley aux États-Unis ou dans d'autres écosystèmes analogues dans d'autres pays développés. Et ce sont ces choses qui sont le plus à même de faire hausser ce pourcentage en PIB dont on parlait tout à l'heure et de créer des solutions innovantes à même de répondre aux défis qui se posent dans la vie des Marocains. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être le transport, ça peut être l'énergie, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Donc il faut aussi voir ces dimensions concrètes dans cette recherche. Non, moi je reviens sur ce bel exemple qu'a donné Wissem par rapport à ce 20-80 qui c'est 20% de projets qui arrivent à financer les autres 80% qui ont peut-être une chance, qui réussissent ou pas. C'est ce qu'on appelle aussi dans notre culture marocaine la chose, mais c'est effectivement quelque chose qui est juste formidable et qui permet à cette recherche scientifique d'évoluer et de se développer. Il ne faut pas oublier qu'on est à 10 fois moins de ce qui existe dans d'autres pays, comme la Corée, comme le Japon, par rapport à la contribution de la recherche scientifique dans le PIB. Et c'est important aujourd'hui, face aux défis que nous avons d'un Maroc
au-delà de 2030, de penser à de l'innovation, de penser à des nouvelles technologies, de penser à de la recherche scientifique pour être un levier, un véritable levier de développement de notre pays. Parce que oui, nous avons aujourd'hui des projets structurants, des projets intéressants qui sont là, qui peuvent nous donner de la visibilité par rapport à un certain nombre de secteurs. Et au-delà de 2030, tout le monde se pose la question. Et donc ce n'est qu'avec de la recherche, ce n'est qu'avec de l'innovation que nous pourrions, Inch'Allah, aller de l'avant. Et c'est des chantiers qui doivent être portés par tout un chacun. Et aujourd'hui, il est temps que cette recherche scientifique soit un peu plus importante. Et il est temps d'innover. Et en termes d'innovation, il est temps d'innover dans la composition du CESE. Je reviens sur cette question qui me tient tellement à cœur. Alors je le confirme, vous êtes un grand esprit chagrin. Alors pour revenir sur cette question du secteur privé, parce qu'on pointe toujours et souvent, à tort ou à raison d'ailleurs, la responsabilité du public et de l'État, mais en matière d'investissement, ça rejoint ce que disait aussi Wissem dans ce qui se fait sous d'autres cieux. Là je m'adresse au chef d'entreprise que vous êtes, Saïd Taheri. C'est vrai que ce qu'on peut reprocher aussi aux acteurs du secteur privé, c'est un manque d'initiative, de prise d'initiative pour investir, quitte à ce que l'investissement ne soit pas rentable dans l'immédiat, mais qu'il soit efficace et rentable à long terme. Mais ça appelle à un changement de mindset de la part de nos investisseurs, quel que soit d'ailleurs leur secteur d'activité. Et c'est aussi la responsabilité des acteurs du secteur privé de changer peut-être d'approche. Je suis entièrement d'accord avec vous, Zdéadil. Maintenant, la contribution du secteur privé, de la PME, elle est là, elle sera toujours là, elle change d'un grade à un autre. Vous savez, la PME, quand vous rentrez le matin, vous êtes sur des sujets opérationnels, de ressources humaines, de gestion du produit, de commercialisation, etc. Et c'est vrai que le chef d'entreprise ne pense pas toujours à l'avenir, il est en train de penser au quotidien, comment est-ce qu'il va... c'est ce gars-là, le chef d'entreprise, c'est ce gars-là qui démarre avec 0 dirham et qui a besoin d'avoir 100 000 dirhams pour payer les salaires à la fin du mois ou plus. C'est juste un exemple. Donc des fois les sujets sont un peu différents. Mais dans cette réflexion, il ne faut pas perdre le nord. Et il faut penser que ce n'est qu'avec de l'innovation, de l'amélioration, de la gestion du produit, de la recherche que l'on peut avancer. Il faut garder avec le recul et la vision globale qui va permettre à tout un pays d'évoluer. Et c'est là où effectivement la recherche scientifique est importante. Et pour ça, on a besoin de mécanismes. Vous voyez, on n'est pas, encore une fois, je le dis toujours, les PME ne sont pas des professionnels de la subvention. Mais lorsque vous les aidez à prendre en place un certain nombre de défis, ils les prennent et ils avancent avec ces défis-là. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui pour les chefs d'entreprise. Et c'est le rôle de l'État de mettre en place des mécanismes, des leviers qui vont permettre aux chefs d'entreprise que je suis et que d'autres sont au quotidien d'utiliser ces mécanismes pour aller vers des sujets, vers des défis challengeants comme celui de la recherche scientifique. Oui, Sam, un dernier mot sur cette implication insuffisante, selon certains, des acteurs du secteur privé en matière de recherche scientifique dans leur domaine respectif et leur secteur respectif. Elle est établie, en fait, je pense pour 2 raisons. La première raison, c'est que peut-être que l'écosystème n'aide pas, l'écosystème de financement. Et vous avez aussi des raisons culturelles. Je pense que malheureusement, parmi nos businessmen, on a beaucoup de rentiers donc, qui préfèrent des investissements qui pensent plus sûrs dans l'immobilier, par exemple. Et c'est dommage parce que les investissements dont on parle dans la R&D sont autrement rentables. Donc, c'est quelque chose qu'il faut peut-être essayer de développer, de façon culturelle aussi. J'ai en tête en fait une intervention, parce qu'en 2014, on avait organisé un grand sommet de l'entrepreneuriat à Marrakech. Absolument, j'y étais, oui. D'accord. Et on avait, je me rappelle très bien. C'était avant 2016. C'était avant 2016, oui. Il y avait Joe Biden qui avait fait le déplacement. Je me rappelle très bien, oui. Et on avait, quand il était en pleine capacité, en plein. Il est toujours un peu, non, pas vraiment. Mais donc, pourquoi revenir en 2014 ? Parce que à cette époque, moi je me rappelle de plusieurs interventions qui avaient mis en avant ce volet culturel
Parce qu'il faut développer l'entrepreneuriat. Ce n'est pas seulement du fric, mais c'est aussi un état d'esprit. Absolument. Et donc, si on n'a pas le bon état d'esprit, on rate beaucoup d'opportunités. Eh bien, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, messieurs. Merci Wissem. Merci Saïd. C'était notre dernière émission ensemble. Parce que vous le savez, mais nos auditeurs ne le savent pas encore. C'est ma dernière émission ici à Atlantic Radio. En tout cas, j'ai été très très ravi de partager tous ces moments, toutes ces émissions avec vous. Merci pour votre disponibilité, pour la pertinence de vos interventions. Vous allez rallumer mon chagrin, mon état chagrineux. Merci beaucoup Saïd. Merci Wissam, c'était un plaisir. C'était un plaisir d'être avec vous, de tenir des débats, d'échanger sur des sujets importants. Et on vous souhaite bon vent là où vous allez être. Merci beaucoup. Les programmes d'Atlantic Radio, ça se poursuit. On est là ensemble jusqu'à 10h dans Atlantic Matin. Karim Droney revient dans quelques instants pour le journal de 9h30.